Le soleil de Marseille est une insulte ce jour-là. Il est d'une clarté insolente, le ciel est si bleu qu'il en est presque vulgaire. Le vent est doux, une caresse de soie sur la peau. On dirait un jour de mariage. J'avance sur le parvis de la mairie. Adrien Morel marche à mes côtés. 11 ans de ma vie marchant à mes côtés. Le vent s'engouffre dans la rue de la République et soulève une mèche de mes cheveux. Je la sens, avant de la voir, sa main. Par pur réflexe, Adrien lève la main pour la remettre en place. Un geste fait 1000 fois. Un geste que je connais mieux que mon propre souffle. Mes yeux rencontrent les siens. Il fige son mouvement. Sa main reste suspendue dans l'air, entre nous, dans ce soleil trop vif. Il l'abaisse lentement. C'est le premier de nos adieux. Une employée nous accueille à l'entrée, un sourire large et professionnel. Elle regarde nos tenues, lui, en costume sombre bien coupé, moi dans une robe simple mais élégante. Nous sommes jeunes, nous sommes beaux. Pour un mariage, demande-t-elle joyeuse. C'est par ici. Félicitations. Je m'arrête, je la regarde. Excusez-moi, dis-je, ma voix est parfaitement égale. Nous venons pour un divorce. Le sourire de l'employé s'efface. Il ne tombe pas, il est aspiré. Elle cligne des yeux, regarde Adrien, puis moi. La confusion, la pitié. Oh, pardonnez-moi, c'est au 2e étage. Le bureau des affaires civiles. Moment il vient ici à embêter. Nous sommes conduits dans un bureau étroit qui sent la poussière et le café froid. L'opposé du soleil dehors. La fonctionnaire qui nous reçoit est fatiguée. Elle regarde nos dossiers. Élodie Tau, Adrien Morel. Elle lève les yeux par-dessus ses lunettes. Motif de la séparation? Je regarde Adrien. Il fixe le mur juste au-dessus de l'épaule de la dame. Ses lèvres sont pincées. Il est silencieux. Bien sûr qu'il est silencieux. Je réponds, pour lui, pour nous. Incompatibilité d'humeur, rupture de la vie commune. Les mots officiels, les mots propres. La fonctionnaire soupire. Elle a entendu cette phrase 1000 fois. Je pense aux mots sales, les vrais mots. Il veut donner un titre à sa maîtresse. La petite employée du café en bas de son bureau, celle pour qui il est devenu un protecteur. Celle pour qui il achète des sacs de luxe et finance des festivals parce qu'elle y participe. Sa petite amie. Moi, j'ai accepté le divorce pour une raison plus simple. Je ne veux pas de quelque chose que quelqu'un d'autre a touché. Je ne recycle pas les déchets. La dame regarde nos livrettes de famille. Le nôtre est déjà un peu jauni sur les bords. 7 ans de mariage. 4 ans d'amour avant ça. 11 ans. Vous savez, dit-elle, d'une voix qui se veut douce. 11 ans, c'est long. Vous ne devriez pas agir sur un coup de tête. Pensez à tout ce que vous avez construit. Je suis sur le point de lui sourire, de lui dire que ce que nous avons construit est justement le problème. Mais Adrien parle. Sa voix est froide, impatiente. Je suis très occupée. Pourrions-nous accélérer la procédure, s'il vous plaît? La fonctionnaire se redresse, offensée. Elle tape quelque chose sur son clavier, avec une force inutile. Très bien. 30 minutes plus tard, nous sommes dehors, chacun avec un papier. L'attestation de notre demande, le début de la période de réflexion légale. Le soleil me frappe le visage. J'ai l'impression de sortir d'une tombe. Adrien met ses lunettes de soleil. Il me regarde. « Élodie, où veux-tu aller? Je te dépose. » Je n'attends pas sa question. Je commence déjà à marcher vers la station de tramway. Je l'entends soupirer. Ne sois pas comme ça. J'entends le bip de sa voiture. Il se dirige vers le parking souterrain. Je continue de marcher. Quelques secondes plus tard, l'Audi noire, brillante, s'arrête en double fil à ma hauteur. La vitre passager descend. Monte. Je m'arrête. Je le regarde. Je pourrais refuser. Je pourrais prendre le tram. Je pourrais appeler un taxi. Je fais le tour de la voiture. Il s'attend à ce que j'ouvre la portière passager. Je le vois, son regard dans le rétroviseur. C'est ma place depuis 11 ans. Je passe ma main sur la poignée froide de la portière arrière. J'ouvre. Je m'assieds derrière lui. Comme une cliente. Comme une étrangère. Je le vois se raidir. Je vois son regard complexe, blessé, dans le rétroviseur central. Je ferme la porte. Le silence dans la voiture est épais, luxueux. La voiture démarre, s'insérant dans le trafic de Marseille. Je regarde la nuque d'Adrien. Je connais chaque ligne de cette nuque. Je regarde le rétroviseur. Je peux voir ses yeux. Il me regarde. Je détourne le regard vers la fenêtre, et je remarque quelque chose. Il sourit. Pas un grand sourire, un léger rictus, un soulagement. Il est d'humeur étonnamment bonne. L'air conditionné souffle. Il fait froid, un froid sec. « Peux-tu augmenter le chauffage ?» dis-je. Il sursaute légèrement. C'est le premier mot que je lui adresse depuis le bureau de la fonctionnaire. Pourquoi? Il fait 22 degrés. Mon allergie au pollen, je mens. Avec le froid, c'est pire. J'ai du mal à respirer. Il y a un silence. Il n'augmente pas le chauffage. Il tend la main vers la boîte à gants. Il l'ouvre, en sort un paquet de mouchoirs neufs
et me le tend par-dessus son épaule sans se retourner. Tiens, je prends le paquet. Nous avons grandi ensemble à Aix-en-Provence. Nous sommes des amis d'enfance avant d'être des amants. Il sait. Il sait parfaitement que je n'ai jamais été allergique au pollen. Il sait que je mens. Et il ne demande pas pourquoi. C'est ça, la fin. Quand les mensonges deviennent plus confortables que la vérité. Élodie, sa voix est plus douce. Monsieur Morel, je le coupe. Ma voix est aussi froide que l'air conditionné. S'il vous plaît, appelez-moi mademoiselle Tau. Je le vois serrer le volant. Ses jointures blanchissent. D'accord, le mot est sec. Mademoiselle Tau, pour le divorce, laisse-moi parler à nos parents. Au tien, au mien, je vais gérer. Je souris dans le vide de la banquette arrière. Il n'a pas changé. Il aime toujours tout prendre en charge. Mes affaires, ma vie. Même ma douleur, il veut la gérer. Mais il n'a pas toujours été comme ça. Le Adrien que j'ai connu était différent. Je me souviens d'Aix-en-Provence. Les rues pavées, l'odeur des calissons. Je me souviens de l'école maternelle. Adrien Morel était le petit garçon maigre, le garçon timide qui avait peur des étrangers et qui pleurait quand on le bousculait. Il était la cible parfaite. Et moi j'étais Élodie Tau. J'étais la chef. J'avais un caractère de feu. Je détestais l'injustice. La mère d'Adrien me donnait toujours les meilleurs macarons de la ville. Alors, j'ai décidé de le protéger. C'était un accord commercial. Je me souviens encore du jour où j'ai grimpé sur le gros haut-parleur de la cour de récréation. J'ai crié pour que tout le monde entende. Écoutez, Adrien Morel, c'est mon protégé. C'est Élodie Tau qui le dit. Le premier qui le touche aura affaire à moi. Il a passé le reste de sa maternelle en paix. Il est devenu mon ombre. Au lycée, il était devenu le beau gosse, grand, charmant. Mais toujours cette ombre. Je le considérais comme mon meilleur ami, mon frère. Mais lui, il s'accrochait. Il m'a forcé à réviser les maths avec lui. Il a exigé que nous passions le concours pour la même université, la Sorbonne, à Paris. Et j'y suis allée. Je l'ai suivi. Je me souviens du jour de notre remise de diplôme. La nuit tombait sur Paris. Il m'a emmenée au Palais de la Découverte. Il avait des amis au cercle d'astronomie. Il leur a demandé de tout éteindre, toutes les lumières de la grande salle, et d'allumer le planétarium. J'étais là, sous un ciel artificiel, rempli de milliers d'étoiles brillantes. Il a pris ma main. Ses paumes étaient moites. Élodie, épouse-moi. Sa voix tremblait. Le petit garçon d'Aix-en-Provence était de retour. Je te le jure, je passerai le reste de ma vie à bien te traiter. Je te le promets, sous les étoiles. J'avais dit oui. Je n'avais pas hésité. Aujourd'hui, dans cette voiture, face à cet homme froid, je lui réponds. Monsieur Morel, mes affaires ne vous regardent plus. Je vais gérer la situation moi-même. Ma voix est si polie, si étrangère. Je le vois froncer les sourcils dans le rétroviseur. Il a un petit rire, un rire amer, presque méchant. Élodie, ne me dis pas que tu regrettes déjà. Je lève les yeux. Je croise son regard dans le miroir. Pardon ? Il secoue la tête. Tu sais très bien que... Monsieur Morel, je le coupe sèchement. Regardez la route. Je ne voudrais pas que mon premier jour de célibat se termine par un accident mortel avec mon ex-mari. Je ne veux pas mourir avec lui. Quant à mes raisons, j'ajoute, je l'ai dit, je gère. Son visage se ferme, et à cet instant le téléphone sonne. La sonnerie est stridente. Elle est connectée au système Bluetooth de la voiture. Il répond. La voix qui remplit l'habitacle est jeune, douce, presque enfantine. Adrien, c'est elle, Claire. J'ai étudié toute la journée, et ce soir je dois encore travailler au café. J'ai si faim que je pourrais mourir. La voix est pleine de larmes feintes. Je regarde le visage d'Adrien dans le rétroviseur. Il fond. L'homme froid, impatient, qui m'a pressé à la mairie, disparaît. Il est remplacé par un homme que je ne connais pas. Un homme au sourire tendre. Je sais, mon cœur, sois sage, dit-il, sa voix est un murmure. Je vais t'acheter la soupe de fruits de mer que tu aimes, et les raviolis au crabe, d'accord ? La conversation se termine. Je regarde dehors. Arrêtez-vous au prochain carrefour, s'il vous plaît, dis-je. Il freine brusquement. La voiture noire s'arrête. Je n'attends pas qu'il déverrouille. J'ouvre la portière, je sors, je ne dis pas merci. Je ne dis pas au revoir. Je marche droit devant moi sur le trottoir sans me retourner. Comme si j'étais en retard. Comme si j'avais peur, en restant une seconde de plus, d'attraper une maladie. Je marche vite. Mes talons claquent sur le trottoir du Vieux-Port. Je ne me retourne pas. Je n'ose pas. Je peux sentir son regard sur moi, à travers sa vitre teintée. Je peux sentir sa confusion, son agacement. L'Audi noir reste immobile au carrefour pendant quelques secondes. Une éternité. Puis, j'entends le son feutré du moteur qui s'éloigne. Il part. Il part lui acheter sa soupe de fruits de mer et ses raviolis au crabe. Il part la rejoindre.
Dès que le son de la voiture a disparu, avalé par le bruit de la ville, mes jambes flageolent. L'armure se fissure. Je continue de marcher, mais l'air me manque. Je m'agrippe à un lampadaire. Je m'arrête. Je ferme les yeux. La douleur, elle n'est pas dans mon cœur. Pas seulement. Elle est physique. Une crampe violente me tord l'estomac, me coupe en deux. Je me plie, le front contre le métal froid du poteau. Ma main serre mon ventre. Des sueurs froides perlent sur mon front, sous mes cheveux. Je tremble. Je ne tremble pas de tristesse. Je tremble de souvenirs. Je ne suis pas en train de m'effondrer à cause du divorce. Je suis en train de revivre l'instant où mon mariage est mort, il y a 2 mois. Ce n'était pas un jour ensoleillé. C'était un soir de Mistral. Le vent hurlait. Adrien avait appelé. Sa voix était pressée, agacée. « Élodie, j'ai oublié le dossier Lançon sur mon bureau. Le client est là demain à 8h. C'est vital. Tu peux me l'apporter au bureau ?» Vital, j'avais soupiré. J'étais fatiguée. Mais j'avais dit oui. Comme toujours. J'ai pris ma voiture. J'ai conduit dans les rues sombres, le vent secouant la voiture. Je me souviens de la chanson qui passait à la radio, un vieux standard de jazz. J'étais sur l'avenue du Prado. Et puis, une lumière aveuglante sur ma gauche. Je n'ai pas eu le temps de crier. Je n'ai pas eu le temps de freiner. Le son. Un bruit de métal broyé. Le fracas du verre. Un camion de livraison qui avait grillé le feu venait de me percuter de plein fouet. Il a retourné ma voiture. Il l'a poussée sur 20 mètres. Il l'a écrasée contre le mur d'un immeuble. Le silence. Puis la douleur. Ma première pensée a été le dossier Lançon. Il est détruit. J'ai essayé de bouger. Je ne sentais plus ma jambe gauche. J'ai baissé les yeux. Je n'aurais pas dû. Elle était pliée, dans un sens où une jambe ne devrait pas plier. Le sang commençait à imbiber mon jean. L'odeur, l'essence, la panique. J'ai attrapé mon téléphone, qui avait volé sur le siège passager. L'écran était fêlé, mais il fonctionnait. J'ai appelé Adrien, mon mari, mon protecteur, directement sur la messagerie. Tu es sur la messagerie d'Adrien Morel. Laisse un message. J'ai appelé. Encore. Messagerie. Et encore. Messagerie. J'ai appelé 10 fois. 20 fois. Ma voix était un hurlement. Adrien, j'ai eu un accident. Je suis sur le Prado. C'est grave. Réponds. Adrien, j'ai peur. Les sirènes. Au loin. Des visages à la fenêtre brisée. Ne bougez pas, madame. Les secours arrivent. Je tenais mon téléphone si fort que mes doigts me faisaient mal. Je l'ai appelé une dernière fois. Messagerie. Je me suis évanouie. Je me suis réveillée à l'hôpital Saint-Louis. La lumière blanche, l'odeur d'antiseptique et un visage, pas celui d'Adrien. Camille, ma meilleure amie. Camille Liénard. Ses yeux étaient rouges. Elle m'a tenu la main. Tu t'es réveillée, a-t-elle murmuré. Ma jambe. Chut. Tu es en vie. Adrien. Le visage de Camille s'est durci. Il n'a pas répondu. J'ai laissé 50 messages sur son répondeur, sur celui du bureau. Rien. Éteint. Le dossier Lançon. On s'en fout du dossier Lançon, Élodie. Elle pleurait, de rage. Le chirurgien est entré. Docteur Caron. Un homme au regard calme, mais grave, il m'a expliqué. Fracture comminutive du fémur gauche. Des mots techniques. Broche, plaque, greffe osseuse. Il a dit que j'avais eu de la chance. Il a dit que la rééducation serait longue. Il a dit que je ne pourrais peut-être plus jamais courir. Et pendant tout ce temps, Adrien était injoignable. Il n'est réapparu que 7 jours plus tard l'était. J'étais dans ma chambre d'hôpital, essayant de manger une gelée insipide. La porte s'est ouverte. Il était là. Il était bronzé. Pas un vrai bronzage, le hâle d'un week-end passé à flâner. Il avait l'air reposé. Il tenait un énorme bouquet de pivoine, mes préférés. « Mon amour !» s'est-il exclamé comme s'il rentrait d'un simple voyage d'affaires. J'ai atterri, j'ai vu les messages. Mon téléphone était... Il avait un problème. Je suis venue directement. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu vas bien? Je l'ai regardé. Le bouquet de pivoine, son air reposé. Je n'ai rien dit. J'ai juste regardé Camille, qui était assise dans le coin de la chambre. Camille s'est levée. Elle s'est approchée d'Adrien. Elle lui a pris le bouquet des mains, et elle le lui a jeté à la figure. « Dehors !» a-t-elle sifflé. « Mais, Camille, qu'est-ce qui te prend ?»« Dehors !» Il m'a regardée, cherchant mon soutien. Je me suis contentée de lui dire, d'une voix morte, « Fais ce qu'elle dit, sors. » Il est parti, confus, blessé dans son orgueil. Camille a fermé la porte. Elle tremblait. « Tu sais où il était ?» m'a-t-elle demandé. J'ai secoué la tête. Camille a sorti son téléphone. Elle m'a montré une story Instagram. Le compte, c'était celui de Claire Dupont, la serveuse du café. Une photo. Elle, souriante, avec des dizaines de pigeons sur les bras, sur la place du Trocadéro. Et la légende. Il m'a dit « Tu n'as jamais vu les pigeons de Paris ?» Et il m'a emmenée. Je suis la fille la plus chanceuse du monde. La photo était datée. Le lendemain de mon accident.
Pendant que j'étais sur la table d'opération, mon fémur en morceaux, il était à Paris. Il était à Paris parce qu'une fille de 24 ans n'avait jamais vu de pigeon. J'ai regardé la photo. J'ai regardé ma jambe, un monstre de plâtre et de métal sous le drap. Et je n'ai pas pleuré. J'ai ressenti quelque chose de bien plus froid que la tristesse. J'ai ressenti la faim. J'ai ressenti le moment précis où 11 ans d'amour se sont évaporés. La promesse sous les étoiles artificielles du planétarium. Je te le jure. Je passerai le reste de ma vie à bien te traiter. La trahison, ce n'est pas l'autre femme. La trahison, ce n'est pas le voyage à Paris. La trahison, c'est l'instant où il a éteint son téléphone. C'est l'instant où mon cri de détresse était moins important qu'un caprice sur les pigeons. C'est cet instant-là qui a tué mon mariage. À ce moment-là, dans ce lit d'hôpital, j'ai pris ma décision. Cet homme, je n'en voulais plus. Présent, rue de la République, je respire. L'air frais de Marseille me brûle les poumons. La sueur froide coule dans mon dos. La douleur dans mon ventre s'estompe, laissant place à une crampe sourde. Un passant s'arrête. « Madame, vous allez bien ?» Je me redresse. Lentement. J'essuie mon front. Oui, je murmure. Oui, j'ai juste eu un vertige. Je lâche le lampadaire. Je me remets à marcher. Je suis Élodie-To. J'ai 33 ans et je viens de commencer ma nouvelle vie. Le lendemain, je suis allée à l'hôpital Saint-Louis. Ce n'était pas un choix. Mon corps me l'avait ordonné. La douleur qui m'avait saisie sur le trottoir, la crampe qui m'avait pliée en tout, n'était pas juste un souvenir. C'était un avertissement. J'avais passé la nuit chez Camille dans un état second. Je n'avais pas pleuré. J'avais juste cessé d'exister. Et ce matin, je m'étais levée, j'avais pris une douche et j'avais appelé l'hôpital. Pas le service d'orthopédie, le service de gynécologie. Je suis assise dans la salle d'attente. C'est un endroit étrange. Des femmes enceintes, rayonnantes, caressant leur ventre. Des couples feuillettent des brochures sur la parentalité. Et il y a moi, seule, vide, une coque, mon nom est appelé. La médecin est douce, professionnelle. Elle me pose des questions. La date de mes dernières règles. Je réalise que je ne m'en souviens plus. Les 2 derniers mois ont été un trou noir. L'accident, la rééducation, la découverte de sa trahison, le divorce. J'ai oublié de vivre. J'ai oublié que mon corps continuait de fonctionner. Nous allons faire une prise de sang et une échographie, juste pour vérifier, dit-elle. Je suis allongée dans la pénombre. Le gel est froid sur mon ventre. La sonde glisse. La médecin est silencieuse. Elle regarde l'écran. « Eh bien », dit-elle, et il y a quelque chose d'étrange dans sa voix. Elle tourne l'écran vers moi. Une forme, une petite forme grise. « Qu'est-ce que... Vous êtes enceinte, mademoiselle To ?» Le mot me frappe. Enceinte. De combien ? Ma voix, c'est un souffle. D'après les mesures, je dirais 13 semaines. 13 semaines. Le calcul se fait, froidement, dans mon esprit. 13 semaines. C'était juste avant l'accident. C'était avant qu'il n'éteigne son téléphone. C'était avant les pigeons de Paris. C'était à l'époque où j'étais encore réelle. Je ressens encore sa femme. L'époque où je l'aimais encore. Ironique. 7 ans de mariage. 7 ans où nous avions, par moments, essayé. Sans succès. Sans pression, mais l'absence était là. Et maintenant ? Maintenant que tout est fini. Maintenant que je le hais. L'enfant arrive. Écoutez, dit la médecin, en entendant le silence. C'est un battement de cœur très fort. Elle appuie sur un bouton. Un son remplit la pièce. Wouch, 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 wouch. Le son de la vie. Rapide, urgent. Je ferme les yeux. Je ne ressens pas de joie. Je ne ressens pas de tristesse. Je ne ressens rien. Juste une immense, une insurmontable fatigue. Félicitations, mademoiselle To, dit la médecin en me tendant un mouchoir en papier pour essuyer le gel. Je me rassois. Je remets ma chemise. Mes doigts sont lents, maladroits. La médecin me regarde, son carnet ouvert. Nous allons donc fixer le prochain rendez-vous pour le suivi de grossesse. Non. Le mot est sorti, sec. Elle lève les yeux. Pardon ? Je n'en veux pas, dis-je. Ma voix est plate. Je veux que vous planifiez l'intervention. La médecin me dévisage, le choc, le jugement. Mademoiselle To, à 13 semaines, ce n'est plus une petite intervention, c'est une procédure. Je sais ce que c'est, je la coupe. Mais je suis en train de divorcer. Un enfant peut être une bénédiction, même dans ces moments. Non, ma voix est plus dure. Je ne veux pas d'un enfant qui est le produit d'une trahison. Je ne veux pas d'un lien. Je veux que ce soit propre. Elle soupire. C'est votre droit, mais vous devez prendre le temps de la réflexion légale. J'ai réfléchi. J'ai réfléchi pendant 2 mois, dans un lit d'hôpital, en regardant ma jambe broyée. J'ai réfléchi en regardant la photo des pigeons. S'il vous plaît, dis-je plus doucement, planifiez-le. Elle hoche la tête, vaincue. Elle écrit sur son ordonnance. Je sors de son bureau. Mes jambes tremblent. Je tiens le dossier contre ma poitrine comme un bouclier, un enfant.
Je marche dans le couloir blanc, stérile. Je dois payer à l'accueil. Et c'est là que je les vois, au bout du couloir, dans la même salle d'attente que moi, celle de la gynécologie et de l'obstétrique, Adrien Morel et elle, Claire Dupont, la petite amie. Mon souffle se coupe. Ma première pensée, mes calculs sont faux, ce n'est pas lui, c'est impossible, mais c'est bien lui. Il est là en costume, l'air anxieux. Il tient la main de la jeune fille. Claire est assise, l'air pâle, elle a l'air fragile. Elle lève les yeux, elle me voit. Son visage se décompose. La peur pure, elle se cache, littéralement. Elle se lève à moitié et se blottit derrière l'épaule d'Adrien, comme si j'étais un monstre, comme si j'allais la frapper. Ce mouvement alerte Adrien. Il se retourne, il me voit. Son visage, ce n'est pas de la culpabilité, ce n'est pas de la sans la honte, c'est de la colère, de l'agacement. Il se lève d'un bond, me barrant le passage. Il place son corps devant Claire, en position de protecteur. Le protecteur qui était à Paris pendant que j'agonisais. Élodie, sa voix est basse, menaçante. Qu'est-ce que tu fais ici? Ici. Je regarde la fille qui tremble derrière lui. Un rire, un petit rire sec m'échappe. Je ne peux pas le retenir. Moi, qu'est-ce que je fais ici? Ma question le déstabilise, il fronce les sourcils. Arrête ça, tu nous suis? Je t'ai vu hier, tu fais peur à Claire. Je lui fais peur? Oui, laisse-la tranquille, sa santé est fragile. Je jette un œil par-dessus son épaule, je regarde le panneau sur le mur. Service d'obstétrique. Je le regarde à nouveau dans les yeux. Regarde bien où tu es, Adrien. C'est le service des grossesses. J'étais là avant vous. Je fais un pas vers lui. Il recule d'1 centimètre. Elle est enceinte? Je demande. Ma voix est un murmure glacial. Il blêmit. Elle est enceinte, c'est ça? Il ne répond pas. Adrien, je continue, m'amusant presque de sa panique. N'oublie pas une chose. Je lève ma main gauche. L'alliance est toujours là. Je ne l'ai pas encore enlevée. Nous ne sommes pas encore divorcés. Il me regarde avec une haine pure. Parce que je viens de nommer la vérité. Parce que son nouveau-né, s'il y en a un, sera légalement le mien. Je savoure cet instant. Cette petite, misérable victoire. Élodie. Mademoiselle Tau, une voix. Forte, calme, elle ne vient pas d'Adrien. Je me retourne. Un homme en blouse blanche s'approche. Docteur Julien Caron, mon chirurgien, l'homme qui a sauvé ma jambe. Il s'approche, son regard est fixé sur moi, ignorant complètement l'homme en costume et la fille qui pleurniche. Je viens d'avoir les résultats de vos dernières radios, dit-il. Son ton est professionnel, mais il y a une chaleur sous-jacente. J'aimerais en discuter avec vous. Il me regarde. Vous allez bien? Vous êtes très pâle. Il regarde ma jambe. Vous avez trop marché. Vous ne suivez pas mes instructions. Je sens le regard d'Adrien qui brûle ma nuque. Han Lai. La voix d'Adrien est un grognement. Qui c'est cet homme, Élodie? Comment tu le connais? La jalousie. Le voilà, le petit garçon d'Aix-en-Provence. L'enfant gâté. Ce qu'il ne peut pas avoir, il le veut. Ce qui lui échappe, il le déteste. Julien Caron se tourne vers lui, lentement. Il le regarde, de haut en bas. Un regard clinique, puis il se retourne vers moi, comme si Adrien n'était qu'un meuble. Mademoiselle Tau, nous devons parler de votre rééducation. Votre démarche n'est pas bonne. Je crains que vous ne forcissiez sur la greffe. Il me tend la main, pas pour la serrer, pour me guider. Venez, mon bureau est à l'étage. Je le regarde, cet homme calme. Cet homme qui m'a parlé avec honnêteté. Cet homme qui était là. Adrien fait un pas. Élodie, tu ne réponds pas à ma question. Je hoche la tête, mais pas pour Adrien, pour Julien. Oui, docteur, j'arrive. Je fais un pas. Ma jambe gauche me fait mal, la jambe qu'Adrien a ignorée. Je me tourne. Je passe devant Adrien. Je ne le regarde pas. Je suis le docteur Caron dans le couloir. Je n'ai pas besoin de me retourner. Je sais qu'Adrien Morel est toujours là, immobile. Pour la première fois de sa vie, il regarde le dos de la femme qu'il a juré d'aimer, et il la regarde s'éloigner avec un autre homme. Je n'ai pas regardé en arrière. J'ai suivi la blouse blanche du docteur Caron. C'était un phare dans le chaos stérile de l'hôpital. Chaque pas était une victoire sur l'envie de me retourner, de hurler, de jeter la vérité à la figure d'Adrien. Mais je ne l'ai pas fait. La jalousie dans ses yeux, la peur dans les siens. C'était suffisant pour l'instant. Nous avons marché en silence. Le son de ma propre démarche était inégal. Mon pied droit, confiant. Ma jambe gauche, une traîtresse hésitante, rappelant à chaque pas ce que j'avais perdu. Nous sommes montés dans l'ascenseur. La porte s'est fermée, nous isolant du drame du couloir. Le silence dans la cabine était total. Je pouvais sentir le regard de Julien Caron sur moi. Il ne me regardait pas avec pitié. C'était un regard clinique, analytique,
Vous tremblez, dit-il simplement. Je n'avais pas remarqué. J'ai regardé mes mains. Elles serraient le dossier de l'hôpital si fort que mes jointures étaient blanches. C'est la colère, ai-je répondu, ma voix était plate. La colère est une mauvaise béquille, dit-il. Elle vous fait avancer, mais elle ne vous laisse pas guérir. Les portes se sont ouvertes. Son bureau était à l'opposé du service de gynécologie. Un autre monde, un monde d'os brisés et de reconstruction. Il m'a fait entrer. C'était un bureau simple, lumineux, des modèles anatomiques d'un côté, des radiographies accrochées à un mur lumineux de l'autre. Mes radios. Je voyais l'architecture de ma propre blessure, le fémur, une carte géographique de fissure, maintenue par du métal. Asseyez-vous, j'ai obéi. Il ne s'est pas assis derrière son bureau, il s'est appuyé contre le mur de radio. Il a croisé les bras. Cet homme, a-t-il commencé. J'ai tressailli, il n'est personne. Il est la raison pour laquelle vous ne guérissez pas, a-t-il rétorqué sans émotion. J'ai levé les yeux, surprise. Je ne suis pas psychologue, mademoiselle Tau, je suis un mécanicien. Votre corps est une machine, et cette machine est sous une pression immense, une pression qui n'a rien à voir avec votre poids. Il a pointé les radios. La greffe prend. L'os se consolide, mais vous avez mal, n'est-ce pas? Vous boitez plus que vous ne le devriez. J'ai hoché la tête. C'est parce que vous êtes tendu. Chaque muscle de votre corps est en guerre. Vous serrez les dents la nuit. Vous ne dormez pas. Vous mettez tout votre poids sur votre jambe saine, de peur que l'autre ne cède. Il s'est approché. Il s'est accroupi devant moi pour être à mon niveau. Un geste de médecin, pas de séducteur. Votre esprit dit à votre jambe qu'elle est toujours brisée. Mon esprit est occupé, ai-je murmuré. Je sais. Son regard était si direct qu'il en était déstabilisant. J'ai parlé avec votre gynécologue ce matin. Mon sang s'est glacé. Elle s'inquiétait pour vous. Elle m'a parlé de votre demande d'intervention. J'ai fermé les yeux. L'humiliation. Ce n'est pas votre... Non, ce n'est pas mon domaine, m'a-t-il coupé, calmement. Votre corps, votre choix. Je suis d'accord, mais je suis le médecin qui a reconstruit votre bassin et votre fémur. Et je vous le dis, une intervention, même sous anesthésie, est un choc. Votre corps en subit déjà un. Il s'est relevé. Je ne suis pas là pour vous juger, Élodie. C'était la première fois qu'il utilisait mon prénom. Je suis là pour vous dire que vous ne pouvez pas guérir un membre si le reste du corps est en feu. Il est allé à son bureau, il a pris une carte de visite. C'est le numéro de ma kinésithérapeute. La meilleure de Marseille, elle ne travaille pas seulement sur les muscles. Elle travaille sur la confiance. Il m'a tendu la carte. Vous devez réapprendre à marcher. Il a fait une pause. Pas seulement sur cette jambe, mais dans votre vie. J'ai pris la carte. Le carton était épais, froid. Merci, docteur, ai-je dit. Et Élodie. Je me suis arrêtée à la porte. Ne laissez pas un homme brisé vous empêcher de vous reconstruire. Je suis sortie de l'hôpital. L'air extérieur m'a frappé comme un mur. Je me sentais exposée. Adrien et Claire avaient disparu. Le couloir était vide. Je suis montée dans un taxi. Je n'ai pas donné l'adresse de Camille. Je n'ai pas donné l'adresse de l'appartement que je partageais avec Adrien. J'ai donné l'adresse de mon studio, l'endroit que j'avais loué il y a un mois. Mon plan d'évasion secret, un petit atelier près du panier. Personne ne connaissait cette adresse, pas même Adrien. C'était mon sanctuaire, mon futur. Il était vide. Des murs blancs, des cartons de tissu et d'échantillons de matériaux, l'odeur de la peinture fraîche, le silence. J'ai fermé la porte à clé, je me suis assise sur le sol, et j'ai enfin regardé le dossier que la gynécologue m'avait donné, le formulaire de consentement pour l'interruption de grossesse, et une photo, l'échographie, la petite forme grise, mon enfant, le produit de la trahison, je l'ai posé sur le sol. Vous devez réapprendre à marcher, dans votre vie. Les mots de Julien Caron résonnaient. J'ai fermé les yeux. J'ai essayé de me souvenir de la dernière fois où je me suis sentie en sécurité. Un souvenir a surgi, loin, il y a des années, peut-être 5 ans. Notre appartement à Paris. Nous vivions encore à Paris, avant qu'il ne décide de reprendre l'entreprise familiale à Marseille. C'était un dimanche matin. Il pleuvait. J'apportais le thé, 2 tasses. Adrien était au téléphone, sur le balcon. Un appel professionnel. Il avait l'air contrarié. Il s'est retourné brusquement, en rentrant. Il n'a pas vu la tasse dans ma main. Il m'a heurté. La tasse s'est envolée. Elle s'est écrasée sur le parquet. La porcelaine fine a explosé en 1000 morceaux. Le thé oolong s'est répandu comme une tache de sang sombre. Un silence. « Merde, Élodie, regarde où tu vas !» avait-il crié, exaspéré par son appel. J'étais restée figée, regardant la tasse brisée.
C'était ma préférée, un cadeau de ma grand-mère. Puis il avait vu mon visage. Sa colère était tombée. « Oh non » avait-il murmuré. « Élodie, je suis désolé. J'étais au téléphone. Je suis un idiot. » Il s'était accroupi. Il avait commencé à ramasser les morceaux. Il s'était coupé le doigt. Il avait levé les yeux vers moi, du sang sur son pouce. « C'est cassé » avais-je dit. « Je t'en rachèterai une autre » avait-il promis. « Tu ne peux pas » avais-je répondu. C'était la sienne. Il n'avait jamais racheté la tasse. Et moi, j'avais nettoyé le thé. Je suis revenue au présent, assise sur le sol de mon studio vide, la tasse, le vœu, le mariage, tout était brisé. Je te le jure, je passerai le reste de ma vie à bien te traiter. La promesse faite sous les étoiles artificielles. J'ai ri. Un son sec qui n'avait rien à voir avec le bonheur. La trahison, ce n'était pas l'accident, ce n'était pas Claire. C'était la tasse de thé brisée, c'était la promesse oubliée. Il n'avait jamais été un homme qui réparait les choses, il était un homme qui les remplaçait. Et il m'avait remplacé. Mon téléphone a vibré sur le sol. Un message, c'était Camille. Le message était court. Ne regarde pas Instagram. Je suis sérieuse. Ne le fais pas. Appelle-moi. Une boule de glace s'est formée dans mon estomac. Je savais que je devais l'écouter. Je ne l'ai pas fait. J'ai ouvert l'application. Je n'ai pas eu besoin de chercher. C'était la première chose dans mon flux. Adrien Morel. Il avait posté. Il y a 30 minutes, juste après notre confrontation à l'hôpital. C'était une photo. Lui et Claire. Ils n'étaient pas à l'hôpital. Ils étaient au restaurant du Pharo, vue sur la mer. Elle souriait, sa main gauche posée sur sa poitrine à lui. Sur son doigt, une bague, un diamant, énorme, et le texte qui m'a achevé. Elle a dit oui. Merci à celle qui m'a fait croire à nouveau en l'amour. Notre nouvelle vie commence maintenant. Nouvelle vie. Pendant que j'étais à l'hôpital, en train de décider si j'allais garder l'enfant de notre ancienne vie. Pendant que j'étais là-bas, il était en train de la demander en mariage. Le divorce n'était même pas prononcé. La période de réflexion venait à peine de commencer. Il s'était fiancé. L'humiliation, c'était public. Il ne me trahissait plus seulement en secret. Il me jetait à la poubelle devant le monde entier. Il réécrivait notre histoire, nos 11 ans. Il les effaçait, il les transformait en une erreur, un prologue sans importance à sa vraie histoire d'amour. J'ai regardé l'échographie sur le sol, j'ai regardé la photo de la bague. La haine que j'ai ressentie à ce moment-là était si pure, si froide, qu'elle m'a donné le vertige. Je n'allais pas hurler, je n'allais pas pleurer. J'ai pris mon téléphone, j'ai ouvert ma conversation avec Camille. Elle m'avait envoyé un autre message. « Tu as regardé, n'est-ce pas ? Ne fais rien d'idiot, je t'en supplie. » J'ai tapé ma réponse. « Ne t'en fais pas. » J'ai fait une pause. C'est une bonne chose. Au moins, cette fois, je ne suis pas celle qui doit le sauver de lui-même. J'ai envoyé le message. Puis j'ai quitté le chat. J'ai composé un numéro, celui de l'hôpital. « Bonjour, je voudrais parler au secrétariat de gynécologie. » J'ai attendu. « Oui, bonjour, c'est mademoiselle Elodito. J'avais rendez-vous ce matin. »« Oui, c'est ça. Je voulais juste confirmer mon rendez-vous pour l'intervention. J'ai regardé la photo de la bague sur l'écran de mon ordinateur. Oui, le plus tôt sera le mieux. Merci. » J'ai raccroché. Le silence du studio vide m'a enveloppé. L'adrénaline de la haine, la satisfaction froide de ma petite vengeance téléphonique s'est évaporée. Elle m'a laissé seule, debout, au milieu des cartons, avec le fantôme d'un enfant dans mon ventre et la photo d'un diamant au doigt d'une autre. J'ai regardé l'échographie, toujours posée sur le sol. La petite forme grise. La vie. Le plus tôt sera le mieux, avais-je dit. J'ai ri. Un son qui s'est brisé contre les murs nus. J'étais en train de tuer mon enfant par dépit, par vengeance. N'étais-je pas aussi monstrueuse que lui qui abandonnait la femme de sa vie pour un caprice. Moi, qui abandonnais mon propre enfant pour une blessure d'ego. J'ai essayé de me lever du sol. Et la douleur m'a frappée. Pas la douleur émotionnelle, la vraie, ma jambe gauche. J'ai étouffé un cri. Je me suis rattrapée au mur. Je suis restée là, haletante, appuyée contre la peinture fraîche. La réalité. Ma jambe brisée. Mon corps brisé. Vous ne pouvez pas guérir un membre si le reste du corps est en feu. Les mots de Julien Caron. Il avait raison. J'avais beau jouer les femmes fortes, j'étais une épave. Une épave qui boitait, une épave qui se cachait, une épave qui prenait des décisions irréversibles dans un brouillard de colère. Vous devez réapprendre à marcher. J'ai regardé le sol. Près de l'échographie, il y avait la carte de visite qu'il m'avait donnée. Catherine Duval, kinésithérapie et réadaptation. Mon premier réflexe a été de la jeter. C'était son monde, le monde des gens qui réparent. Et puis, j'ai pensé à Adrien. Adrien, l'homme qui remplace. Il avait remplacé la tasse de thé. Il m'avait remplacé. Il m'avait laissé, moi, avec les morceaux.
Je me suis traînée jusqu'à mon sac. J'ai pris mon téléphone. Ma main a tremblé. C'était plus dur que d'appeler pour l'avortement. C'était un aveu de faiblesse. C'était admettre que j'avais besoin d'aide. J'ai composé le numéro. La semaine qui a suivi a été un enfer. Un enfer différent, plus propre. Le cabinet de Catherine Duval ne ressemblait pas à un hôpital. Il donnait sur un petit jardin. Il sentait le bois et le thé à la menthe. Et Catherine était un soldat. Elle n'avait pas la douceur de Julien. Elle était dure, sans pitié. « Vous marchez comme une grand-mère de 80 ans », m'a-t-elle dit lors de notre première séance. Elle a attrapé ma jambe. Elle l'a pliée dans un angle qui m'a arraché un cri. « Vous protégez votre blessure », a-t-elle dit en maintenant la pression. « Vous avez peur. Vous pensez que ça va casser. Ça fait mal. » Ai-je haleté. Bien sûr que ça fait mal. Guérir, c'est douloureux. Elle m'a forcé à me mettre sur le tapis de course. Lentement. Faites confiance à votre pied. Faites confiance au métal. Faites confiance au travail du docteur Caron. Je m'agrippais aux barres. Lâchez les barres, Élodie. Je ne peux pas. Lâcher. J'ai lâché. Ma jambe a tremblé. Mon corps entier s'est crispé. Je me suis souvenue de l'hôpital. Après l'opération. Les premiers jours, quand les infirmières essayaient de me faire lever. La douleur était inimaginable. J'avais pleuré. J'avais appelé Adrien. Encore. Et encore. Messagerie. J'avais appelé Camille. Yaïst. Elle était venue. Elle m'avait tenu la main pendant que je faisais 3 pas, en hurlant. Et lui, il était à Paris. Lui, il postait une photo de la Tour Eiffel, vue depuis une chambre d'hôtel de luxe. Légende. La vie est courte. Profitons de la vue. Je me suis arrêtée sur le tapis de course. Je tremblais de fureur. « Qu'est-ce qui se passe ?» a demandé Catherine. « C'est de sa faute, » ai-je murmuré. « Quoi ?»« C'est de sa faute si je suis là. » Catherine a arrêté la machine. Elle s'est plantée devant moi. « L'homme de l'hôpital? L'ex ?» J'ai hoché la tête. « Alors c'est pour ça que vous ne guérissez pas. » Elle a croisé les bras. « Vous vous accrochez à la blessure. Parce que si vous guérissez, si vous marchez à nouveau, vous n'aurez plus de raison d'être en colère. » J'allais protester, mais j'ai vu la vérité dans ses yeux. « Vous vous punissez, Élodie, et vous le punissez par la même occasion. Vous voulez qu'il voie ce qu'il vous a fait. »« Il ne le voit pas, » ai-je dit, amère. Il est fiancé. Alors pourquoi le laissez-vous encore contrôler cette jambe? Elle a redémarré la machine. Marchez, marchez pour vous, pas contre lui. Et j'ai marché, j'y suis allée tous les jours. La douleur s'est transformée, elle est passée de la peur à l'effort. J'ai senti des muscles que j'avais oubliés. Un après-midi, Julien Caron s'est passé. Je ne l'avais pas vu depuis l'hôpital. J'étais en plein exercice d'équilibre, en sueur, chancelante sur ma jambe gauche. Il n'a pas interrompu. Il est resté près de la porte, observant, parlant à voix basse avec Catherine. Il m'a regardé tomber et me relever. Quand la séance fut terminée, Catherine m'a laissé. Julien s'est approché. Il avait un petit sourire en coin. « Ça progresse, a-t-il dit. Ça fait mal, ai-je répondu en essuyant mon front. Je sais, nous sommes restés silencieux. J'ai vu les nouvelles, a-t-il dit, sans me regarder. Il regardait le jardin. Le mariage. J'ai senti la colère revenir, la vague froide. Ça n'a pas d'importance, ai-je menti. Si, bien sûr que si. Il s'est tourné vers moi. Vous savez, quand un os se brise comme le vôtre, c'est une explosion. C'est le chaos. Il a joint ses mains. Quand je suis entrée, c'était en 1000 morceaux. La solution la plus simple, celle que certains auraient choisie, aurait été de tout enlever, de mettre une prothèse totale. J'ai frissonné. Remplacé, ai-je murmuré. Il a hoché la tête. Remplacé, c'est rapide, c'est propre, mais ce n'est jamais vous. Vous auriez eu une vie de limitation. Il a baissé les yeux sur ma jambe. J'ai choisi de reconstruire. J'ai passé 8 heures à remettre chaque éclat en place, à visser, à greffer, parce que je crois que ce qui est à vous vaut la peine d'être sauvé. Il a relevé les yeux vers moi. Ce qui est cassé n'est pas mort, Élodie, c'est juste en attente. La tasse de thé, la tasse de ma grand-mère. Adrien s'était coupé le doigt. Il avait laissé tomber. Je t'en rachèterai une autre. Julien avait passé 8 heures à réparer mes morceaux. J'ai regardé cet homme, ce mécanicien calme. Pourquoi, ai-je demandé. Pourquoi quoi? Pourquoi me dire tout ça? Parce que, dit-il, vous avez un choix à faire, le même que moi en salle d'opération. Il a regardé mon ventre, si discrètement que j'ai failli le manquer. Vous pouvez remplacer, ou vous pouvez reconstruire. Il n'a pas attendu ma réponse. Il m'a souhaité une bonne journée et il est parti. Je suis rentrée à mon studio ce soir-là. J'ai marché. Je ne boitais presque plus. La douleur était là, mais c'était une bonne douleur, une douleur de vie. Je suis entrée. J'ai allumé la lumière. J'ai regardé l'échographie que j'avais laissée sur la table.
J'ai regardé le formulaire de consentement pour l'avortement. Le rendez-vous était pour le lendemain matin. J'étais plus forte. Je marchais. Mais la question de Julien résonnait. Est-ce que je remplaçais ou est-ce que je reconstruisais? J'ai pris le téléphone. J'ai regardé le numéro de l'hôpital. J'allais y aller, mais je ne savais pas encore ce que j'allais dire. La nuit a été blanche. Je n'ai pas dormi. J'ai regardé le plafond de mon studio. J'ai écouté les bruits de la ville. Le rendez-vous était à 9 heures. À 7 heures, je me suis levée. J'ai fait du café. J'ai regardé le formulaire de consentement posé sur ma table à dessin. Une signature. Et une vie s'arrêtait. Une signature. Et je coupais le dernier lien. J'ai pensé à lui. Adrien, j'ai pensé à sa bague de fiançailles. J'ai pensé à notre nouvelle vie commence maintenant. La colère était là, comme un vieux compagnon. Elle me murmurait à l'oreille. Fais-le. Ne le laisse pas te lier. Ne le laisse pas avoir ce pouvoir sur toi. Et puis, j'ai pensé à ma jambe. J'ai pensé aux 8 heures que Julien Caron a passées à assembler mes morceaux. J'ai pensé à Catherine, hurlant sur moi de lâcher la barre. Ce qui est cassé n'est pas mort. C'est juste en attente. Est-ce que j'allais devenir Adrien? Est-ce que j'allais remplacer? Est-ce que j'allais jeter ce qui était brisé, ce qui était compliqué, pour quelque chose de plus propre? 8 heures du matin. J'ai pris le formulaire, j'ai pris un stylo, j'ai pris mon téléphone, j'ai cherché le numéro de la clinique, je n'ai pas appelé, j'ai enfilé mes baskets et je suis sortie. Je ne suis pas allée à la clinique. Je suis allée au cabinet de Catherine. Elle a été surprise de me voir. Ce n'était pas mon jour. J'ai sauté mon rendez-vous, lui ai-je dit. Elle n'a pas demandé lequel. Elle a hoché la tête. Bien, mettez-vous sur le tapis. Plus vite. Ce jour-là, j'ai marché sans les barres pendant 10 minutes. J'ai commencé à vivre dans mon studio. J'ai acheté un canapé-lit. J'ai installé ma machine à café. J'ai appelé Camille. Je ne l'ai pas fait, lui ai-je dit. Elle a pleuré au téléphone. Oh, Élodie, Dieu merci. Ah, ne me remercie pas. Je ne sais pas ce que je fais. Tu vis, m'a-t-elle répondu. C'est tout ce qui compte. Les semaines sont devenues un mois. Ma vie a pris un nouveau rythme. Le matin, rééducation. Catherine me détruisait les muscles. La journée, le studio. Je travaillais. Je n'avais plus de clients, plus de contrats avec Morel en fils. Alors, j'ai dessiné. J'ai repensé à ma jambe. À la frustration. J'ai commencé à dessiner des choses différentes. Des cuisines pour des gens en fauteuil roulant. Des plans de travail ajustables. Des étagères accessibles. Des salles de bain pour ceux qui ne pouvaient pas se tenir debout. Des barres d'appui qui ne ressemblaient en mode pas à des barres d'hôpital, mais à des objets d'art. Je dessinais ma propre guérison. Je dessinais un monde où ce qui était cassé avait toujours sa place. Je ne voyais presque personne. Camille m'apportait des provisions. Julien Caron m'appelait 1 fois par semaine. Des appels courts. Comment va la jambe? Elle tient. Et le reste, ça tient aussi. Un soir, il est passé au studio. Il n'a pas prévenu. Je dessinais. La musique était forte. Il a frappé à la grande fenêtre. Je l'ai laissé entrer. Il tenait 2 tasses de café en carton. Je passais dans le quartier, a-t-il menti. Il a regardé mes dessins. Il a regardé l'échographie que j'avais punaiser au mur. Pas comme un trophée, comme un rappel. Vous construisez, a-t-il dit. J'essaie. Nous avons bu le café en silence. Pourquoi vous faites ça? Ai-je demandé. Pourquoi vous occupez de moi? Il a regardé la nuit marseillaise par la fenêtre. J'avais une femme, a-t-il dit. Sa voix était neutre. Elle était violoniste. Un soir, elle est tombée, une chute stupide, dans l'escalier. Il a bu une gorgée de café, le poignet brisé en 1000 morceaux. Mon souffle s'est arrêté. J'étais résident en chirurgie, à Paris. Je n'étais pas encore le meilleur. J'ai demandé à mon chef de l'opérer, le meilleur de l'hôpital. Il a souri, sans joie. Il a remplacé. Il a mis une prothèse. C'était propre, rapide. Il a dit qu'elle pourrait vivre normalement. Et elle a vécu normalement. Elle pouvait tenir une fourchette. Elle pouvait conduire, mais elle ne pouvait plus jouer. Il a fini son café. L'articulation était morte. Il n'y avait plus de vie dedans. Qu'est-il arrivé? Ai-je murmuré. Il m'a regardé. C'est là que j'ai changé de spécialité. J'ai quitté la traumatologie générale. Je me suis consacrée à la microchirurgie, à la reconstruction. Il a posé sa tasse. Je déteste le gâchis, Élodie. Je déteste quand les gens jettent ce qui peut encore être sauvé. Il m'a regardé puis l'échographié au mur. N'importe qui peut remplacer. Il faut du courage pour reconstruire. Il est parti. Je suis restée seule. L'odeur de son café flottait dans l'air. Je me suis approchée du mur. J'ai regardé la petite forme grise. Ce n'était pas un produit de la trahison. Ce n'était pas la vengeance d'Adrien. C'était à moi. C'était un morceau de moi, en attente, comme ma jambe. J'ai pris mon téléphone. J'ai appelé la gynécologue.
Docteur, c'était l'audito. Oui, je sais que j'ai annulé. J'ai changé d'avis. Je le garde. Ma décision était prise. Je le garde. Mais les mots, prononcés dans le vide de mon studio, étaient une chose. La réalité en était une autre. La réalité, c'était de retourner dans ce même hôpital, dans ce même service et de faire demi-tour. Je suis allée à mon premier vrai rendez-vous de suivi. Cette fois, je ne suis pas entrée comme une victime. Je ne suis pas entrée en colère. Je suis entrée comme une cliente. Comme quelqu'un qui vient réclamer un service. La même médecin m'a accueillie. Elle n'a pas pu cacher sa surprise, ni son soulagement. Mademoiselle To, j'ai bien reçu votre message. Je suis très heureuse de votre décision. Ne le soyez pas encore, ai-je dit, plus sèchement que je ne le voulais. Je ne suis pas heureuse. Je suis juste là. Elle a hoché la tête, son professionnalisme reprenant le dessus. Je comprends. C'est beaucoup à gérer seule. Surtout après, elle n'a pas dit « votre accident ». Elle n'a pas dit « votre divorce ». Elle a juste laissé la phrase en suspens. Allons-y, nous allons refaire une échographie. Plus détaillée cette fois. De nouveau la salle sombre. De nouveau le gel froid. J'ai fixé le plafond. Fais confiance à ton pied, m'avait dit Catherine. Maintenant, je devais faire confiance à ce corps qui m'avait trahi de tant de façons. Ma jambe, mon ventre. La sonde a glissé. L'écran s'est allumé. La petite forme grise était là. Plus grande, plus définie. Bien, a dit la médecin. La croissance est bonne. L'activité cardiaque est elle s'est tue. Le silence. Ce n'était pas le silence d'Adrien au téléphone. C'était un silence différent, un silence de concentration. Un silence qui m'a glacé le sang. Mon cœur s'est arrêté. Quoi ai-je demandé, ma voix soudainement aiguë. Il y a un problème? Il n'y a plus de... Non, m'a-t-elle interrompu, doucement. Non, pas un problème. Pas du tout. C'est juste... Elle a tapoté sur son clavier. L'image a zoomé. Elle a souri, un vrai sourire cette fois. C'est juste une surprise. Elle a de nouveau appuyé sur le bouton du son. Wouch, 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 le son de la vie. Écoutez bien, mademoiselle To. Elle a déplacé la sonde, d'1 millimètre à peine. L'image s'est décalée, et un deuxième son est apparu, plus faible, légèrement plus rapide, mais indéniable. Womp, 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 womp. Les deux sons se superposaient, et, comme deux tambours, jouant à un rythme complexe. Je n'ai pas compris. Qu'est-ce que c'est? Un écho? La médecin la rit. Elle a pointé l'écran. Non, ce n'est pas un écho. Regardez. Elle a montré une forme. Le voilà. Le premier. Puis elle a déplacé le curseur. Et le voilà. Le second. J'ai regardé l'écran. 2 formes grises. 2. Pas une. 2. Vous attendez des jumeaux, mademoiselle To. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas souri. Je suis restée parfaitement immobile. Le son des 2 cœurs remplissait la pièce. L'univers n'était pas seulement ironique, il était cruel, il était comique, il ne me donnait pas seulement un enfant de la trahison. Il m'en donnait 2. Des jumeaux? Ai-je répété. Le mot me semblait absurde dans ma bouche. Oui, des jumeaux dizygotes, semble-t-il. 2 poches séparées, ce qui est une bonne nouvelle. Elle a continué à parler, elle a utilisé des mots que mon cerveau enregistrait, mais ne comprenait pas. Grossesse à haut risque, suivi intensif. Vous aurez besoin de beaucoup de repos. Vous aurez besoin de beaucoup de soutien. Soutien. J'ai failli rire. Je venais de signer les papiers du divorce. Je venais de quitter l'homme que j'avais aimé pendant 11 ans. Ma seule amie était Camille. Mon seul allié était un chirurgien qui avait lui-même un cœur brisé. Et j'allais avoir besoin de soutien. Je comprends, ai-je dit. La médecin s'est arrêtée. Elle m'a regardée. Mademoiselle To, vous comprenez vraiment? Avoir des jumeaux, c'est 2 fois plus de travail. Ai-je terminé pour elle. C'est plus que ça. Votre corps, votre jambe, ma jambe ira bien, ai-je dit, avec une confiance que je ne ressentais pas. J'ai pensé à Adrien, je l'ai quitté. Un homme, et maintenant, j'étais responsable de 2 vies. L'échange n'était pas équitable. La médecin m'a imprimé de nouvelles photos. Cette fois, elle m'en a donné 3. Je les ai prises. Elles étaient encore chaudes, glissantes à cause du gel. Je me suis rhabillée en silence. Prochain rendez-vous dans 2 semaines, a dit la médecin, sa voix pleine d'une inquiétude qu'elle ne pouvait cacher. Ne restez pas seule, Élodie, vraiment. J'ai hoché la tête. Un mensonge poli. Je suis sortie de l'hôpital. C'était le soir. Le Mistral s'était levé. J'ai marché. Je n'ai pas pris de taxi. Je n'ai pas appelé Camille. J'avais besoin de marcher. Ma jambe me faisait mal, une douleur sourde. Mais je me suis forcée. J'ai repensé à Catherine. Marcher pour vous, pas contre lui.
Je marchais pour 3 maintenant. Je suis passé par le vieux port. Les lumières des restaurants se reflétaient sur l'eau noire. J'ai pensé au planétarium, aux étoiles artificielles. La promesse. Anne de ce Dunkado et des Doisuto de Vohem. Je te jure. Je passerai le reste de ma vie à bien te traiter. La trahison, ce n'était pas clair. Ce n'était pas l'argent. C'était l'oubli. C'était l'abandon. C'était l'homme qui avait oublié la promesse qu'il avait faite sous les étoiles. J'ai regardé les photos dans ma main, les 2 petites formes grises. Adrien avait brisé sa promesse faite sous les étoiles. Et l'univers venait de me donner les miennes. Une ironie cosmique. J'ai ri, seul, sur le port, dans le vent. J'ai ri jusqu'à ce que les larmes me montent aux yeux. Mais elles ne sont pas tombées. L'épuisement. J'étais au-delà des larmes. Je suis arrivée à mon studio. J'ai monté les escaliers. Ma jambe brûlait. J'ai ouvert la porte. Le silence. J'ai allumé la lumière. Mes dessins étaient sur le mur. Les cuisines accessibles. Les salles de bain sécurisées. Mon travail. Ma reconstruction. Je me suis approchée du mur. J'ai regardé l'ancienne échographie. La première, celle avec une seule forme. Je l'ai décrochée. Je l'ai remplacée par la nouvelle, celle avec 2. Je me suis reculée. J'ai regardé ce mur. D'un côté, les plans d'un monde reconstruit, logique, en métal et en bois. De l'autre, la preuve d'un chaos biologique, de 2 vies que je n'avais pas demandées. Ma main d'elle-même étalée sur mon ventre, plat, silencieux. Je n'étais plus Elodito, la femme trahie. Je n'étais plus Elodito, la patiente. J'étais Elodito, la femme qui devait reconstruire un monde. Pas seulement pour elle, mais pour eux. La peur était là, immense, écrasante. Mais sous la peur, il y avait autre chose. Quelque chose de dur, quelque chose de froid, la détermination. Adrien avait choisi la légèreté, les pigeons de Paris, une petite amie sans substance. Moi, j'avais reçu le poids du métal dans ma jambe, le poids de 2 cœurs dans mon ventre. J'allais apprendre à marcher avec 1 an, 12 mois, 365 jours. Le temps n'efface rien, il ne guérit rien. Il tasse la douleur, la compacte, la transforme. Ce qui était un feu dévorant devient une pierre lourde, puis un grain de sable. Ce n'est plus une blessure, c'est un caillou dans la chaussure. On apprend à marcher avec. J'ai déménagé, j'ai quitté Marseille, cette ville était pleine de fantômes. L'hôpital, le parvis de la mairie, l'odeur du port. J'ai choisi Lyon, une ville que je ne connaissais pas, une ville sans souvenir. Mon studio est installé sur les pentes de la Croix-Rousse. De la Croix-Rousse, ce n'est pas un atelier chic. C'est un ancien atelier de soierie, un canut, haut de plafond, des fenêtres immenses qui capturent la lumière grise de la ville. Ma jambe va bien. Je ne boite plus. Parfois, quand le temps est humide, le métal à l'intérieur de mon fémur me lance un rappel. Une douleur sourde. Le caillou dans la chaussure. Je n'ai pas revu Julien Caron, sauf pour les visites de contrôle. Il est à Marseille, je suis à Lyon. Nous n'avions pas besoin de mots. Il avait fait son travail, il m'avait réparé. Le reste m'appartenait. Mes dessins ne sont plus des esquisses, ce sont des contrats. Mon studio, Maison de la Lumière, a trouvé sa niche. Je ne conçois pas des intérieurs pour des gens riches qui veulent t'impressionner. Je conçois des espaces pour des gens qui veulent vivre. Je travaille avec des cliniques de rééducation. Je dessine des cuisines pour des mères de famille qui ont perdu l'usage de leurs jambes. Des salles de bain pour des hommes âgés qui ont peur de tomber. Je transforme la honte en dignité. Je transforme la blessure en fonction. Je reconstruis. Et puis, il y a eux. Ils sont nés un mardi, sous une pluie battante, à 36 semaines. 2. Un garçon, une fille, ils sont petits. Ils sont bruyants, ils sont parfaits. Ils sont la chose la plus terrifiante et la plus magnifique que j'ai jamais vue. Ils dorment dans des berceaux, à côté de ma table à dessin. Je travaille au son de leur respiration. Je n'ai jamais contacté Adrien. Je n'ai jamais demandé un centime. La loi l'aurait obligé. Mais je ne voulais pas de son argent. Je ne voulais pas de ce lien. L'avocate de Léa s'est occupée du divorce. Une procédure par contumace. Il n'a pas contesté. Il était trop occupé à fêter ses fiançailles. Ils sont miens. Juste à moi. Je n'ai plus peur. La fatigue a remplacé la peur. Une fatigue profonde, écrasante. Mais c'est une bonne fatigue. C'est la fatigue de la vie, pas celle de la mort. Un matin, mon téléphone vibre. C'est Camille. Elle n'envoie pas un message. Elle envoie un lien, juste un lien, sans commentaire. Je reconnais l'adresse. C'est Le Monde, la section économie. J'ouvre. Le titre est énorme. Chute de l'Empire Morel. L'héritier ruiné par une arnaqueuse de cœur internationale. Je lis. Je lis calmement, en buvant mon café froid. Je lis l'histoire de Claire Dupont, ou quel que soit son vrai nom, une professionnelle, une artiste. Elle n'était pas une simple serveuse, elle était une prédatrice. Elle avait ciblé Adrien. Elle avait joué la petite fille fragile à la perfection.
Elle l'avait poussé à se pousser à investir dans des projets fictifs. Elle l'avait encouragé à couper les ponts avec les anciens conseillers, avec sa famille, avec moi. Elle l'avait isolé. Elle n'avait pas juste pris l'argent de ses comptes personnels. Elle avait vidé la trésorerie de Morel un fils. Des décennies de travail. Elle avait disparu, envolée. Probablement en Suisse, disait l'article. L'entreprise était en faillite, L'homme qui avait tout, l'homme qui avait financé des festivals pour sa petite amie, était ruiné. Je lis les commentaires sous l'article. La pitié, la moquerie. Comment peut-on être si naïf ? Il a jeté sa femme, celle qu'il a soutenue pendant 11 ans, pour ça. Bien fait pour lui. Je regarde la photo d'Adrien qui accompagne l'article. Ce n'est pas une photo récente, c'est une photo de gala. Lui, souriant, arrogant, le protecteur. Je ne ressens rien, pas de joie, pas de schadenfreude, pas de « je te l'avais bien dit ». C'est juste logique, c'était un bâtiment vide. Il était beau de l'extérieur, mais il n'y avait rien à l'intérieur. Il suffisait d'une petite poussée pour qu'il s'effondre. Adrien n'avait jamais été un homme, il avait été le petit garçon d'Aix-en-Provence. Il avait juste changé de protectrice. Il était passé de moi à elle, et elle l'avait dévoré. Je ferme l'onglet, je me retourne vers ma table à dessin. Les bébés commencent à s'agiter. C'est l'heure du biberon. Je n'y pense plus. Ce n'est plus mon histoire. Ah, 2 semaines plus tard. La neige fond sur Lyon. C'est un après-midi gris. Je suis en train d'allaiter ma fille. Mon fils dort dans son berceau. La sonnette de l'interphone retentit. Je sursaute. Personne ne sonne jamais ici sans prévenir. Je m'attends à voir Camille. Ou une livraison. J'appuie sur le bouton de la vidéo. Mon cœur s'arrête. Ce n'est pas une image claire, c'est granuleux. Un homme sous la pluie fine. Mais je le reconnais, même usé, même brisé. Je reconnais la façon dont il se tient, les épaules voûtées. Adrien. Il est à Lyon. Il m'a trouvé. La panique. Ma première réaction est de couper le son, de prétendre que je ne suis pas là. Il sonne à nouveau. Je regarde ma fille dans mes bras. Son visage paisible. Je ne peux pas me cacher. C'est ma maison. Je prends une profonde inspiration. Je pose ma fille dans son berceau, à côté de son frère. Je m'assure qu'ils sont couverts. Je marche vers l'interphone. « Qu'est-ce que tu veux ?» Ma voix est déformée par l'appareil, mais elle est froide, elle est un silence. Il lève la tête vers la caméra. Son visage, mon Dieu, l'article ne lui rendait pas justice. Il a vieilli de 10 ans. Il n'est pas rasé. Le costume qu'il porte est froissé, sale. Ce n'est plus l'homme d'affaires, c'est un naufragé. Élodie. Sa voix est un murmure rauque. « S'il te plaît, laisse-moi monter, juste 5 minutes, il fait froid. » Le petit garçon d'Aix-en-Provence. J'ai envie de lui dire de mourir de froid. Mais je pense à ce que disait Julien. N'importe qui peut remplacer. Il faut du courage pour reconstruire. Mon courage, ce n'est pas de le haïr. C'est de ne plus avoir peur de lui. J'appuie sur le bouton d'ouverture. Je ne dis rien. J'attends. J'entends le bruit de l'ascenseur, le grincement, puis les pas dans le couloir. Hésitant, il frappe à la porte. Je n'ai pas de Judas. Je déverrouille. J'ouvre la porte. Nous sommes face à face. 1 an. Il me regarde. Il regarde mon visage. Il regarde mes cheveux, plus courts. Il regarde le t-shirt simple que je porte. Puis il regarde ma jambe. Je suis pieds nus. Il regarde mes pieds, plantés solidement sur le sol. Je ne boite pas. « Tu m'as trouvé, dis-je. Ce n'est pas une question. Camille, commence-t-il. Elle n'a pas voulu. J'ai dû engager quelqu'un. Un détective privé, bien sûr. Tu as 5 minutes. Je ne m'écarte pas. Je reste dans l'encadrement de la porte. Il regarde par-dessus mon épaule. Il voit le studio. Il voit les dessins. Et puis, il les entend. Un petit bruit, un gargouillis, mon fils, qui s'éveille, le visage d'Adrien se décompose. Il passe de la supplication à l'incompréhension totale. C'est quoi ce bruit ? Il essaie de regarder. Je bloque le passage. Ce n'est pas pour ça que tu es là, Adrien. Élodie, il me pousse. Pas fort, mais il me pousse. Il entre dans mon studio. Il s'arrête net. Il voit les 2 berceaux. Il voit les 2 petits visages endormis. Le sang quitte son visage. Il devient gris. Il me regarde. Il regarde mon ventre plat. Il fait le calcul. L'hôpital. Le service de gynécologie. Le jour où il m'a accusé de le suivre. Commence-t-il. Sa voix est un souffle. Ils sont à moi. Je le coupe. Mais, ce jour-là, à l'hôpital, tu étais enceinte ? Oui. Tu allais avorter ? Oui. J'allais le faire. Il me fixe. Les larmes lui montent aux yeux. Mais ce ne sont pas des larmes de tristesse. Ce sont des larmes de... Quoi ? De rage ? D'apitoiement ? C'est pour ça, murmure-t-il. C'est pour ça que tu m'as tout pris ? Je le regarde. Je ne comprends pas. C'est ta vengeance ? dit-il. Sa voix monte.
Me cacher mes propres enfants, le rire qui me prend est si soudain, si froid, qu'il me surprend moi-même. Mes enfants, je m'avance vers lui. Il recule. Tes enfants, Adrien, où étaient tes enfants quand j'étais à l'hôpital, le fémur en miettes, en train de t'appeler pendant que tu étais à Paris? Où étaient tes enfants quand tu as posté cette photo? La bague, ma nouvelle vie. Il se tait. Tu n'as pas d'enfant, Adrien, parce que pour être un père, il faut être un homme, et tu n'as jamais été un homme. Il s'effondre, pas physiquement, mais son regard, il se brise. Il détourne les yeux des berceaux, il ne peut pas les regarder. Il me regarde, moi. Élodie, j'ai tout perdu. Il pleure. Le petit garçon d'Aix-en-Provence. L'argent, l'entreprise, Morel à fils. Tout est parti. Il s'essuie le visage avec le dos de sa main sale. Il fait un pas vers moi. Il ne me reste que toi. Il me supplie. Toi, tu sais comment faire. Tu as toujours su. Comment gérer les choses. Comment reconstruire. Il regarde mon studio, mes dessins. Aide-moi, sanglote-t-il. S'il te plaît. Je n'ai plus personne. Je regarde cet homme, cet étranger, et je ne ressens rien. Pas de pitié, pas de haine. Juste le vide, le silence du thé renversé. Je secoue la tête, lentement. Non, Adrien. Ma voix est calme, presque douce. Tu te trompes. Il ne te reste pas que moi. Il lève les yeux, un espoir fou dans le regard. Il te reste toi-même. Je fais une pause. Le problème, c'est que tu n'y as jamais accordé la moindre importance. Je lui tends la main, pas pour l'aider, pour lui montrer la porte. Mais 5 minutes se sont passées. Pars. Élodie, les bébés, je suis leur... Tu n'es rien, dis-je sans élever la voix. Tu es l'homme qui a oublié une promesse faite sous les étoiles. Tu n'as aucun droit ici. Je le guide vers la porte. Il me regarde une dernière fois. Il regarde la vie que j'ai construite sur les ruines qu'il a laissées. Il voit ma jambe qui ne boite plus. Il voit les berceaux. Il voit tout ce qu'il a jeté. Et il part. Je ferme la porte. Je la verrouille. Je m'appuie contre. Je n'ai pas tremblé. Je me retourne. Mes enfants dorment toujours. Je n'avais pas besoin de me venger. Ma vie était ma vengeance. Une autre année a passé. Les jumeaux ont 2 ans. Ils marchent, ils courent plutôt. Mon studio n'est plus un sanctuaire silencieux. C'est un champ de bataille joyeux, rempli de jouets de construction et de rires aigus. Je travaille, je reconstruis. Ma vie et celle des autres. Mon studio, maison de la lumière, a attiré l'attention. Un jour, le téléphone a sonné. Un numéro de Marseille. Élodie, c'est Julien Caron. Sa voix, calme comme toujours. J'ai vu votre portfolio en ligne. Ce que vous faites, c'est ce qui manque. Il m'a parlé d'un de ses patients, un jeune homme, paralysé des 2 jambes, après un accident de moto. Je lui ai sauvé le dos, m'a dit Julien, mais je ne sais pas comment lui apprendre à vivre dans sa cuisine. Vous, si. C'est ainsi que notre collaboration a commencé. Au début, c'était un projet. Un seul appartement à adapter à Marseille. Je suis revenue dans la ville que j'avais fui. Je n'ai rien ressenti. Les rues étaient juste des rues. L'hôpital était juste un bâtiment. Je n'étais plus un fantôme. J'étais une architecte. Le projet a été un succès. Julien m'a appelé à nouveau. J'ai une idée, m'a-t-il dit. Une vraie maison de la lumière. Pas seulement un appartement, un centre. Il m'a expliqué son rêve. Un lieu de transition. Un endroit entre l'hôpital et la vraie vie. Un endroit où les patients ne feraient pas seulement de la kiné, mais où ils réapprendraient à vivre, à cuisiner, à se doucher, à être autonomes. Je peux reconstruire leur eau. Élodie, m'a-t-il dit. Mais j'ai besoin de vous pour reconstruire leur maison, leur vie. Nous avons travaillé pendant un an. Moi à Lyon, lui à Marseille, des plans, des appels vidéo tard le soir, après que les jumeaux se soient endormis. C'était une relation étrange, intime mais sans romance. Nous étions 2 artisans, 2 survivants. Lui, le chirurgien qui avait perdu sa musique, moi, l'architecte qui avait perdu sa fondation. Ensemble, nous construisions quelque chose qui tenait debout. Aujourd'hui, c'est l'inauguration. La Maison de la Lumière est terminée. C'est un bâtiment magnifique près de l'hôpital Saint-Louis, mais il ne ressemble pas à un hôpital. Il est en bois, en verre. Il est ouvert sur un jardin. Je suis revenue à Marseille. Je me tiens dans la cuisine commune que j'ai conçue. Tout est à hauteur variable. Les plans de travail, les éviers. C'est beau et c'est intelligent. Il y a du monde, des médecins, des patients en fauteuil roulant, des journalistes locaux. Les jumeaux sont avec Camille, qui les gave de petits fours. Julien est à mes côtés. Il porte un costume, il a l'air un peu mal à l'aise. « Tu as réussi, Élodie, me dit-il à voix basse. « Nous avons réussi. » Je le corrige. Je suis calme, je suis en paix, je sers le thé aux invités. C'est un geste que j'ai récupéré. La tasse de thé brisée. Pendant longtemps, je n'ai plus pu toucher une théière. Le son de la porcelaine me donnait la nausée. Et puis,
J'ai décidé que je ne le laisserais pas me voler ça aussi. J'ai racheté un service, pas le même, quelque chose de différent, de la céramique japonaise, texturée, imparfaite. Wabi-sabi, la beauté de ce qui est cassé. Je sers un thé oolong. L'odeur est un mélange d'amertume et de douceur. Impatient, le jeune homme de l'accident de moto s'approche de moi. « Mademoiselle To, dit-il en manœuvrant son fauteuil, je voulais vous remercier. Cette cuisine, c'est la première fois depuis 2 ans que je me sens comme un homme, pas comme un malade. » Je lui souris, je lui tends une tasse. « C'est vous qui avez fait le travail, Marc. » Ouais, non, vous m'avez donné les outils. Je verse l'eau chaude, ma main est parfaitement stable, et c'est là que je le sens. Ce n'est pas un son, c'est un changement dans l'air, un point froid dans la pièce chaude et bruyante. Je lève les yeux, il est là, Adrien. Il est à l'autre bout de la pièce, près de l'entrée. Il est seul. Je ne l'ai pas vu depuis ce jour à Lyon. Plus d'1 an, il a changé. Ce n'est plus le naufragé en costume froissé. Il est propre. Il est rasé. Il porte un pull simple, un jean. Il a l'air d'un homme normal. Mais il est incroyablement fatigué. La jeunesse, l'arrogance, tout a disparu. Il est juste vide, il ne me regarde pas moi. Il regarde Julien, qui se tient à côté de moi. Il regarde ma main, qui serre le thé. Il regarde le jeune homme en fauteuil roulant, qui me sourit. Il regarde la scène, nos yeux se croisent. À travers la pièce. Il me voit, je le vois. Mon cœur ne s'accélère pas, ma main ne tremble pas. Je ne ressens pas de haine, je ne ressens pas de colère. Je ne ressens pas de pitié, je ne ressens rien, absolument rien. Il est un étranger, un fantôme à son propre enterrement. Je tiens son regard. 1 seconde, 2 secondes, puis je me détourne. Je me retourne vers Marc, le patient. Vous préférez avec ou sans sucre ? Je lui demande en souriant. De l'autre côté de la pièce, j'ai senti le moment où il a compris. Ce n'était pas ma colère qui était sa punition. Ce n'était pas ma vengeance, c'était mon indifférence. C'était le fait que je pouvais le regarder, lui, l'homme qui avait défini 11 ans de ma vie, l'homme qui avait brisé ma promesse, l'homme qui avait failli me détruire, et choisir de parler de sucre dans un thé. J'ai entendu, plus qu'à vu, la porte se refermer doucement. Quand j'ai relevé les yeux, il était parti. Personne ne l'avait remarqué. Julien a posé sa main sur mon épaule. « Juste 1 seconde. Ça va ?» a-t-il murmuré. J'ai hoché la tête, j'ai tendu la tasse à Marc. « Oui. » Et c'était la vérité. Oui, ça va parfaitement. La musique s'est tue. L'inauguration de la Maison de la Lumière touchait à sa fin. Les journalistes étaient répartis, les patients étaient retournés dans leur chambre, excités par cette nouvelle vie. Il ne restait que nous. Camille dormait à moitié sur un canapé, un jumeau endormi sur sa poitrine, l'autre dans un couffin à ses pieds. Et Julien et moi, nous étions près de la grande baie vitrée, regardant Marseille s'illuminer. La nuit était claire. « Tu l'as vu » m'a-t-il dit. Ce n'était pas une question. J'ai hoché la tête. Il est parti. Il en a les Stéphane venu me voir, tu sais, avant l'inauguration. Je me suis tournée vers lui, surprise. Il a lu l'article dans la Provence sur notre projet. Il pensait que nous, il a cherché ces mots, que nous étions ensemble. Et qu'est-ce que tu lui as dit ? Je lui ai dit que ce que nous construisions était bien plus important qu'une histoire d'amour, que nous réparions des choses. Julien a eu un petit sourire triste. Je ne crois pas qu'il ait compris. Il ne comprend que ce qu'il peut remplacer, ai-je murmuré. Julien m'a regardé. Son regard était intense. Il ne t'a pas remplacé, Élodie. Il s'est remplacé lui-même. Tu es l'original. Il n'est qu'une mauvaise copie. Il a regardé Camille et les enfants. Tu devrais rentrer à Lyon. Ta nouvelle vie t'attend. Marseille, c'est fini. Ai-je convenu. Il a hésité, puis il a posé sa main sur mon bras. Pas comme un amant, comme un partenaire, comme un complice de reconstruction. Prends soin de toi, Élodie, de tes fondations. Toi aussi, Julien. Ne me amuse. Une semaine plus tard. Lyon, le studio de la Croix-Rousse était silencieux. Il était tard. Les jumeaux dormaient enfin, après une bataille acharnée contre le sommeil. Léo et Mia, je leur avais donné des noms simples. Des noms qui tenaient debout, tout seuls. J'avais enfin un moment à moi. Je m'étais promis ce plaisir. J'ai fait bouillir de l'eau. J'ai sorti la théière en céramique texturée, celle qui était belle parce qu'elle n'était pas parfaite. J'ai sorti les feuilles de thé oolong, l'équilibre parfait entre l'amertume du thé noir et la fraîcheur du thé vert. La porte de mon atelier donnait directement sur le palier. J'ai entendu des pas, lourds, hésitants. Ce n'était pas un voisin, il était trop tard. Mon cœur s'est serré, on a frappé, pas fort, juste 3 coups.
timide. J'ai regardé le babyphone. Les jumeaux dormaient. J'ai marché jusqu'à la porte. Je n'ai pas regardé par le Judas. Je savais. J'ai ouvert la porte. Il était là. Adrien, ce n'était pas le fantôme de Marseille. C'était pire. C'était l'homme de Lyon, celui qui avait pleuré sur mon paillasson. Il avait l'air sobre et perdu. Comment ? Ai-je demandé. L'adresse était sur le site de la Maison de la Lumière, a-t-il dit. Ton studio, ton nom. Il m'a regardé. Ah. Il regardait ce que j'étais devenue. Une femme seule dans un atelier, la nuit. Il a dégluti. Il tenait quelque chose dans sa main, un sac en papier. Je suis venue. M'excuser. Je me suis appuyée contre le chambranle. Je n'allais pas le laisser entrer. Tu l'as déjà fait, Adrien. Non, a-t-il secoué la tête. L'autre fois, j'étais désespérée. Je voulais que tu me sauves. Il a baissé les yeux, comme tu l'as toujours fait. Il m'a regardé. J'ai vu, à Marseille, ce que tu as construit. J'ai vu le médecin. J'ai vu que tu étais heureuse. Heureuse, un mot si simple. Et j'ai compris. Il a tendu le sac en papier. Qu'est-ce que c'est ? J'ai vendu ma voiture, la dernière chose qu'il me restait. La tienne aussi, celle qui était au garage. C'est pour les enfants. J'ai regardé le sac. Il était froissé. Je ne veux pas de ton argent, Adrien. Ce n'est pas de l'argent, a-t-il dit précipitamment. Enfin si, mais ce n'est pas pour toi. C'est pour eux, pour qu'ils sachent que sa voix s'est brisée. Pour qu'ils sachent quoi ? Ai-je demandé, sans une once de pitié. Que je suis désolée. Il l'a dit, le mot que j'avais attendu pendant 2 ans, le mot que j'avais attendu dans mon lit d'hôpital, le mot que j'avais attendu en voyant la photo de la bague. Désolée. Et maintenant qu'il était là, il sonnait creux. Il était trop petit. Je l'ai regardé. J'ai regardé l'homme qui avait été mon univers pendant 11 ans, l'homme qui avait partagé mon lit, l'homme qui avait tenu ma main sous un ciel d'étoiles artificielles, l'homme qui m'avait abandonné avec une jambe brisée, l'homme qui avait oublié sa promesse. J'ai secoué la tête. « Tu penses que désolé répare une jambe ?» ai-je demandé. Ma voix était un murmure. « Non. Tu penses que désolé efface le fait que tu étais à Paris à te soucier de pigeons pendant que j'étais en train de me vider de mon sang ?» Il a tressailli. Regardez. Je ne savais pas. Tu avais éteint ton téléphone, Adrien. Ai-je sifflé, la colère froide montant pour la première fois. Tu l'avais éteint pour ne pas être dérangé. Tu m'as laissé, quand j'avais le plus besoin de toi. Quand tout s'effondrait, je l'ai regardé. Tu sais ce qu'est la trahison ? Ce n'est pas clair. Ce n'est pas le sexe. C'est ça. C'est ton silence. C'est que la promesse que tu as oubliée. Il pleurait, silencieusement. « Je sais, a-t-il dit. Je sais, je suis un lâche. Je l'ai toujours été. C'est toi qui étais forte. Toujours. » Il a fait un pas. « Élodie, laisse-moi. » Il a levé la main, pas pour me supplier, pour me toucher. Juste mon bras. Un dernier contact. Sa main s'est approchée. Et je n'ai pas reculé. Je suis restée là. Je l'ai laissé me toucher. Sa main s'est posée sur mon avant-bras. Et il n'y avait rien. Pas d'électricité. Pas de haine. Pas d'amour, c'était la main d'un étranger. Il l'a senti, il a senti le vide. Son visage s'est décomposé. Il a retiré sa main comme s'il s'était brûlé. Il a compris que ce n'était pas moi qui l'avais quitté. C'était l'amour qui était parti. Il n'y avait plus rien à sauver, plus rien à reconstruire. J'ai regardé cet homme brisé, et j'ai ressenti quelque chose. Pas de l'amour, pas de la haine, juste de la pitié, une pitié lointaine. J'ai souri, un sourire triste, léger. « Merci, Adrien », ai-je dit doucement. Il m'a regardé, confus. « Si tu n'avais pas fait tout ça, si tu n'avais pas été toi, je n'aurais jamais su. » « Su quoi ? Que je pouvais me tenir debout toute seule. Je lui ai montré ma jambe. Tu m'as brisée, et tu m'as forcé à me reconstruire, sans toi. J'ai pris le sac en papier de ses mains. Je vais le prendre, pas pour moi, pour eux. Ce sera le seul et unique paiement pour les 11 ans de ma vie que j'ai passé à te protéger de toi-même. J'ai fait un pas en arrière. Maintenant, pars. Et ne reviens pas. Élodie, pars. Je lui ai fermé la porte au nez. Je n'ai pas claqué. J'ai fermé, doucement. J'ai verrouillé. Je me suis appuyée contre la porte. J'ai écouté ses pas s'éloigner, traînant, sur le palier. L'ascenseur. Le silence. C'était fini. Pas le divorce, pas la colère, l'histoire. Le livre était refermé. J'ai posé le sac sur la table, l'eau dans la bouilloire était encore chaude. Je suis retournée à ma théière, j'ai versé l'eau sur les feuilles d'oolong. Elles se sont ouvertes, libérant leur parfum. Amer et doux, je me suis approchée de la fenêtre. Je regardais les lumières de Lyon, la ville que j'avais choisie. Je me suis versé une tasse de thé. La vapeur montait en volute. On m'a dit un jour, après 11 ans, que l'amour ne mourait pas, qu'il se transformait juste en souvenir.
J'ai regardé les berceaux, mes enfants, mon avenir, mais l'amour ne se mesure pas au temps passé ensemble. Il se mesure à la façon dont les gens vous traitent quand tout s'effondre. J'ai repensé au planétarium, les étoiles artificielles. La trahison, ce n'était pas l'autre femme, c'était l'oubli. L'oubli d'une promesse, faite sous un ciel d'étoiles. J'ai bu une gorgée de thé, il était chaud, il était complexe. J'ai regardé mon reflet dans la vitre sombre. Je l'ai revu ce soir, l'homme qui a tout oublié. J'ai attendu de ressentir la colère, je n'ai rien ressenti. J'ai compris. Le pardon, ce n'est pas accepter ce qu'il a fait, c'est être devenue si forte que la vengeance n'est plus nécessaire. J'ai posé ma tasse. Moi, je ne garde pas les souvenirs, je garde le calme. Fondu au noir, un son, le son de l'eau qui frémit, l'odeur du thé qui infuse, les fleurs de cendre, elles poussent dans le silence.